Merci. Je laisse le temps d'une jingle pour vous rentriez et que vous repreniez place. On va passer, comme c'était annoncé, à la présentation des chiffres et des grandes tendances recueillies par l'Observatoire de FSF. Et pour nous les présenter et nous les commenter, j'invite Alexandre Coulondre, spécialiste des données des marchés immobiliers et président de DIC Conseil, et Juliette Grenier, de la coopérative, des coopératives HLM, et que tout le monde connaît ici pour l'organisation de ces journées, à monter sur scène. Et vous allez nous dire ce que cette année, les données collectées par l'Observatoire auprès des adhérents de Foncier Solidaire France nous disent et quelles sont les tendances de cette grande évolution. Une séquence qui durera jusqu'à 12h30, qui sera interactive. Il y aura là encore des micros qui passeront. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Merci. Je vous invite à tous vous asseoir et ensuite on pourra démarrer cette séance plénière sur les chiffres de l'Observatoire, chiffres tant attendus. On va donc commencer sur cette plénière sur les chiffres de l'Observatoire. Donc d'abord, juste pour vous remettre un peu en contexte, c'est l'Observatoire de Foncier Solidaire France. Donc en fait, dès l'origine de Foncier Solidaire France, on avait commencé à faire des petites enquêtes flash auprès de nos adhérents et on a décidé de un peu institutionnaliser ces remontées de données. Donc pour avoir une grille de collecte qui a été conçue avec l'ensemble des adhérents de Foncier Solidaire France. Le but, c'était vraiment que les données recueillies soient utiles pour les OFS, pour tout ce qui est développement stratégique sur les territoires, et également que ça soit utile pour FSF dans nos dialogues avec les autorités publiques. Donc jusque-là, on a essayé que les données soient actualisées une fois par an. En même temps, on a commencé que l'année dernière à vraiment mettre en place cet observatoire. Donc à chaque journée de FSF, on vous a présenté des chiffres. Mais donc dans le futur, on va essayer d'être encore plus régulier qu'une fois par an. On est vraiment en train d'essayer de monter en puissance et en régime sur les chiffres de l'observatoire. Et donc le but de ces journées, de l'Observatoire, c'est vraiment d'objectiver la production de BRS en complémentarité avec les données qui sont recueillies par les DREAL et ensuite par la DHUP. Donc vraiment pour essayer d'avoir un large panel, et c'est pour ça qu'on va même jusqu'à de la prospective. Donc nous, cette année, jusqu'en 2028. Donc ça permet vraiment de voir de quelle manière va se développer le BRS et sur quel territoire. On a également une connaissance un peu plus fine sur le profil des ménages. Donc là, aujourd'hui, on ne va pas vous présenter le profil des ménages, mais on va organiser un webinaire comme on a pu faire pour le bilan d'activité 2023. Et à ce moment de ce webinaire, on va pouvoir vous présenter également le profil des ménages, qui est vraiment un sujet qui vous intéresse tous et toutes.
Voilà, je pense qu'on peut passer à la suite. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous présenter les chiffres de l'Observatoire. Chiffres que nous avons produits ces tout derniers jours pour vous présenter les données les plus fraîches possibles. Donc les chiffres sont arrêtés à fin novembre 2024. Donc voilà, les dernières remontées de données ont été faites il y a quelques jours seulement. Et comme Juliette l'a dit, en fait, c'est des données qui remontent des OFS. Et je tiens dans cette plénière à les saluer parce que remonter des données en telle quantité et dans des temps aussi rapides, c'est un sacré défi. Et donc voilà, je voulais les remercier. Je sais que c'est un gros travail puisque comme vous allez voir, nous demandons des informations non seulement sur les programmes qui ont été livrés, mais aussi sur les programmes qui sont en cours. Et ça nécessite d'aller chercher tout un ensemble d'informations. Voilà, parfois pas facile. Et aussi cette année, on a ajouté des informations sur les reventes. Alors on ne va pas vous les présenter ici, mais à terme, l'idée de l'Observatoire, c'est aussi d'aller sur ces questions des reventes. Donc ça fait encore des données à remonter. Donc merci à tous les OFS qui ont participé à cette remontée. Alors, il y a 61 OFS qui ont participé à cette collecte de données. Donc, si l'on renvoie aux chiffres des agréments, qui sont à 142 OFS agréés et 173 agréments régionaux. Voilà, on s'aperçoit que l'Observatoire couvre une partie des OFS, environ la moitié, mais nous le verrons après, en fait, une bonne partie des OFS agréés n'ont pas encore d'activité en tant que telle, ce qui fait que, d'un point de vue empirique, l'Observatoire couvre beaucoup plus sur la proportion du secteur. Alors parmi nos 61 OFS qui ont participé, 32 sont des OFS qui ont déjà livré certaines opérations, qui ont aussi des opérations en projet, mais qui en ont livré certaines, et puis 29 qui sont des OFS qui ont des projets en cours et qui n'ont pas encore livré d'opérations en tant que telles. Alors, justement, je vous disais en termes de représentativité, est-ce que ces 61 OFS qui participent nous permettent d'avoir une représentativité suffisante ? Donc l'autre source de données que l'on a sur le secteur des OFS BRS, ce sont les chiffres de la DHUP qui portent sur les BRS qui ont été livrés. Et donc nous avons comparé les chiffres de l'Observatoire à ces données de la DHUP. Et en fait, 11 OFS apparaissent dans le tableau de la DHUP et ne sont pas présentes dans l'Observatoire, mais ce sont plutôt des OFS qui ont une petite production, en tout cas à ce stade, et qui représentent 7% des BRS livrés. Donc si on compare sur le cas des livraisons, l'Observatoire couvre 93% de la production de BRS aujourd'hui. Et à noter, donc, on a quand même 11 OFS de plus qui ont participé cette année. On était à 50 OFS participants l'année dernière. Donc on voit qu'on commence vraiment à ratisser en fait, le plus grand nombre des OFS qui sont actifs aujourd'hui. Et on invite aussi les OFS qui ne sont pas adhérents à Foncier Solidaire France à venir parler avec nous et à nous faire cette remontée de données parce que notre objectif, c'est vraiment d'avoir une exhaustivité des données. Alors passons désormais aux chiffres peut-être que vous attendez, qui est finalement le nombre de BRS qui ont été livrés cette année, mais aussi dans les années passées pour que l'on puisse connaître le stock de BRS aujourd'hui disponible en France et aussi les projections sur les BRS qui devraient être livrés bientôt. Donc voilà, vous avez ce résultat. Donc nous avons à date, donc à fin novembre 2024, recensé 3588 BRS qui ont été livrés. Et nous avons, puisque comme je vous le disais, nous demandons aussi aux OFS de nous indiquer les projets qui sont en cours, nous avons 20 294 BRS en projet. Alors, lorsqu'on appelle, en fait, on considère qu'un projet entre dans l'observatoire à partir du moment où il a passé le moment de l'engagement. Et dans les projets de BRS, on va distinguer deux niveaux. Les projets qui ont été engagés, seulement engagés, on va dire, et puis les projets qui ont été engagés et qui ont atteint aujourd'hui le stade de la commercialisation. Donc à l'intérieur du volume de ces 20 294 de BRS en projet, vous avez une distinction entre le volume de BRS déjà sur le marché en cours de commercialisation, et là on est sur un chiffre de 11 029 BRS, et puis vous avez les BRS qui vont arriver demain sur le marché, qui ont été engagés, et si tout se passe bien, si les programmes se passent comme prévu, arriveront demain sur le marché, et là on est à 9 265. Pour un chiffre donc total de ce qui a été livré et ce qui devrait être livré demain à 23 882 BRS.
Et donc à noter que l'année dernière, en livraison, on était à 1865 pour 14 661 en projet, donc un total de 16 476. Donc on se rend compte quand même qu'au niveau de la production, on a un chiffre de plus 15%, ce qui est vraiment important. Et donc en fait, dans ces 15% de livraison en plus qu'en 2023, ça veut dire qu'on a doublé le stock de BRS en gestion. Donc on se rend compte qu'il y a vraiment une forte activité pour le bail réel solidaire. Alors justement, projetons ces 23 882 logements dans le temps, avec ce graphique qui va vous indiquer en fait le volume soit réalisé pour les années passées, soit attendu par rapport à ce qui est imaginé pour les projets en cours en termes de volume de BRS donc dans le futur. Donc déjà sur la partie en bleu clair, vous voyez que vous avez le stock de BRS, donc c'est 3 588 logements déjà livrés. Et vous voyez déjà que ces barres de l'histogramme sont en forte croissance, puisque chaque année, nous livrons de plus en plus de BRS. Et puis, il faut quand même remarquer que l'année 2024 n'est pas tout à fait terminée. Donc, une partie de ce qui est au-dessus du bleu clair va se réaliser d'ici la fin de l'année et donc nous permettra d'avoir un chiffre définitif sur les livrets un petit peu plus important que 1134, peut-être autour de 1500. Et puis, 1313, plus haut que 1313, donc autour de 1500. Et une partie de ce qui est au-dessus va peut-être se reporter l'année d'après. Voilà. Alors, sur ce qui est des projets, alors là, on voit effectivement que la production de BRS est en croissance très forte. Donc, on parlait tout à l'heure, est-ce que la production de BRS suit une courbe exponentielle? Donc, je peux vous confirmer que d'un point de vue statistique, la forme de cette courbe, si on met de côté l'année 2028, est bien une courbe de croissance exponentielle. Donc, on voit une très forte augmentation des volumes de BRS attendus à l'avenir, avec une production en 2026 qui devrait dépasser 6000 BRS par an. Alors ensuite, vous avez des volumes qui baissent. Alors c'est pas forcément que le BRS va accuser une baisse, mais c'est simplement qu'en fait c'est un secteur qui se projette surtout à 3 ans et qu'en fait les projets censés sortir en 2027 et en 2028 ne sont pas totalement encore engagés aujourd'hui. Donc ce qui fait que vous avez ces barres d'histogramme qui baissent, mais ça ne laisse pas présager une baisse de la production, c'est simplement lié à la durée en fait, de réalisation des projets. Alors, en termes de territorialisation de cette production, donc nous avons distingué à partir de là dans l'analyse les logements BRS livrés et les logements en projet, donc les 3500 d'un côté, les 20 000 de l'autre. Donc si on regarde les 3588 logements livrés et leur géographie, on s'aperçoit qu'ils ont été livrés par 32 OFS qui ont livré dans 10 régions. Donc il y a quasiment la totalité des régions, à part Centre-Val de Loire et Bourgogne-Franche-Comté, qui sont concernées par le BRS. Et si on se projette maintenant sur les projets, on voit que le BRS, si les projets suivent leur cours comme prévu, devrait concerner toutes les régions de France métropolitaine et de Corse, avec des volumes dans toutes ces régions. Et donc ça veut dire que là, une vingtaine d'OFS en plus vont commencer à produire à l'horizon 2028. Donc là aussi, on se rend compte qu'il y a eu certaines structures qui ont mis peut-être un peu de temps, soit à obtenir leur agrément, soit à démarrer leur activité. Mais pour le moment, on a vraiment des chiffres qui nous montrent que l'activité est en plein développement, en plein boom. Par ailleurs, par rapport à 2023, le top 3 ne change pas véritablement. On a toujours la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Île-de-France. Alors pour préciser un petit peu cette géographie, on a ventilé les logements à l'échelle des départements. Donc on est sur quelque chose d'un petit peu plus précis où on voit que certains territoires sont particulièrement concernés par le BRS et notamment la façade atlantique et des grands pôles urbains mais aussi la Méditerranée. Et sur la question des projets, on voit que finalement, si 25 départements sont concernés par le BRS en ce qui concerne les livraisons, 48 départements seront concernés par le BRS lorsque les projets en cours auront été livrés. Donc c'est une production qui est finalement concentrée dans certains départements. 48 départements, on n'est pas encore à la majorité des départements. Néanmoins, c'est très concentré, on va le voir, dans des zones qui connaissent une forte tension immobilière.
On a parlé que de la France métropolitaine parce que pour le moment, il n'y a pas eu de production. En tout cas, nous, on n'a pas eu de remontée de données de toutes les régions d'outre-mer. Mais je sais que certains OFS d'outre-mer sont présents dans la salle aujourd'hui et demain. Et donc, ils sont souvent très adhérents à Foncier Solidaire France. Donc, on va suivre aussi ça de près. Et on est là aussi pour accompagner ces projets en outre-mer. Alors justement, sur ces questions de tension immobilière et de localisation des BRS, donc on a ventilé la production de BRS dans les zones du zonage ABC, en regroupant les zones A bis et A, B1 et B2 et la zone C. Donc vous avez 3 lignes dans le tableau, avec les 2 premières colonnes de chiffres qui renvoient aux BRS livrés, donc nos 3588, et les 2 dernières colonnes qui renvoient aux BRS en projet, donc nos 20 000 BRS. Alors, qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on ventile? Que finalement, la production de BRS est essentiellement concentrée dans des zones de forte tension immobilière, en tout cas reconnues comme telles par les dispositifs de la politique du logement, donc dans les zones A, bis et A, pour 58% des livrés, avec une projection qui devrait être stable à l'avenir autour de 57%. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que cette ventilation dans le zonage ABC de la production de BRS doit beaucoup aux reclassements qui ont été réalisés en 2024, parce qu'en 2024, il y a beaucoup de communes qui ont été reclassées dans le zonage ABC. Et si l'on projette en fait cette même production dans le zonage de l'année dernière, donc le zonage qui était en vigueur avant ces reclassements de 2024, si le zonage n'avait pas bougé, on aurait dit aujourd'hui que le BRS était essentiellement en zone B1 et B2. Mais comme un certain nombre de communes ont été reclassées, finalement la production, par ces reclassements politiques, s'est repositionnée beaucoup plus sur les zones A, bis et A. Ensuite, nous avons aussi ventilé ça dans les zonages SRU. Et on s'aperçoit que finalement une grande partie des BRS livrés ont été livrés dans des communes concernés par SRU, mais finalement assez peu dans les communes carencées, puisque seulement 9% des BRS livrés ont été livrés dans des communes considérées comme carencées au titre de la loi SRU. D'ailleurs, toutes ces données sur donc, tout le SRU qui interroge beaucoup les acteurs permet un peu de relativiser les craintes qu'il y avait sur le fait que le BRS pourrait remplacer le logement locatif dans les zones, notamment les SRU carencées. Alors en termes de projection, donc si on regarde maintenant les BRS en projet, on s'aperçoit que les communes hors SRU vont probablement bénéficier de la reterritorialisation des projets à l'avenir, avec une augmentation de la part de BRS dans des communes hors SRU. Alors passons maintenant un petit peu au montage, au programme, aux typologies des programmes. Et effectivement, l'Observatoire nous permet d'aller assez finement dans les caractéristiques des programmes, ce qu'on y produit, la façon dont on les produit et les équilibres économiques, on va le voir. Mais déjà, si on regarde sur le type de programme, et notamment est-ce qu'il s'agit du BRS dans le neuf, on peut avoir déjà une certaine description de ce qu'est la production de BRS aujourd'hui. Et effectivement, c'est essentiellement des programmes neufs. Donc on produit du BRS à travers la production neuve à 82% si l'on regarde les chiffres des BRS livrés, avec une projection qui devrait un petit peu s'accentuer à l'avenir, puisque ce chiffre dans l'Observatoire sur les programmes en cours serait à 90% de BRS qui seraient produits à travers des opérations neuves. Ensuite, nous posons aussi dans l'Observatoire une question sur les maîtres d'ouvrage qui participent à la réalisation de ces projets. Et donc nous avons identifié un certain nombre de catégories et on voit que les maîtres d'ouvrage des projets en BRS sont essentiellement des organismes de logements sociaux, les OLS, puisque 65% des BRS livrés ont été livrés dans des programmes dont le maître d'ouvrage était un OLS. Mais alors ce qu'on voit, et ça fait un petit peu peut-être écho à la discussion qui s'est déjà enclenchée ce matin, c'est finalement une montée en tant que maître d'ouvrage des promoteurs immobiliers, puisque en termes de projection, aujourd'hui 22% des BRS qui ont été livrés ont été produits dans des programmes où le maître d'ouvrage était un promoteur privé. Et cette projection est à 30%, donc une catégorie qui augmente, de même qu'augmentent les cas de copromotion privée sociale, puisqu'elle devrait passer de 2% aujourd'hui à 9% à l'avenir.
Ce qui peut aussi s'expliquer par le fait qu'il y a eu donc la crise du logement et que certains OFS ont été là pour racheter en fait des logements à la promotion privée et qui ont été là en fait dans le cadre des difficultés de commercialisation dans le secteur privé. Donc ça a été sûrement un effet accélérateur dans le positionnement de la promotion privée au sein du dispositif de bail réel solidaire. Passons maintenant à la typologie des BRS et notamment au nombre de pièces. Donc on voit que les BRS livrés sont essentiellement en majorité des logements de 3 pièces à 40%, mais que les 2-3 pièces finalement font la majorité de cette production. Alors en termes de projection, on peut s'attendre à une augmentation de cette part des 3 pièces à l'avenir, puisque les projections nous donnent à 47% des BRS qui devraient être livrés, devraient être des logements 3 pièces. En termes de mixité, est-ce que les BRS sont associés dans les programmes à d'autres types de logements, notamment que ce soit des logements libres ou des logements d'autres formes d'accession comme le PSLA? Alors c'est aujourd'hui, en tout cas si on regarde la production déjà livrée, ce n'est pas des cas majoritaires puisque 58% de la production a été faite dans des programmes uniquement BRS, mais à l'avenir les projections devraient inverser, nous disent que la tendance devrait s'inverser puisque les programmes mixtes devraient devenir majoritaires et 55% des BRS en projet devraient se faire dans le cadre de programmes mixtes. Donc là aussi, on a vraiment beaucoup plus de programmes mixtes que l'année dernière, donc avec 10% en plus, parce qu'on était seulement à 32% en 2023. Et ça s'explique notamment par le fait que beaucoup de collectivités ont pris en main le dispositif et ont imposé des servitudes de mixité sur ces, notamment dans les ZAC par exemple, donc sur les productions de logements. Et il y a également la place un peu plus importante, la promotion privée, et là souvent ils ne font pas non plus de programmes uniquement en BRS, c'est plutôt des programmes mixtes, donc c'est pour ça qu'effectivement cette tendance semble s'inverser. Alors, dans l'Observatoire, il y a aussi une question sur l'origine des parcelles, donc du foncier utilisé pour les programmes de BRS, avec une nomenclature en différents types d'acteurs. Et donc vous voyez en fait comment la production se ventile à travers cette origine du foncier, et vous voyez notamment que les aménageurs sont les principaux pourvoyeurs de foncier pour le secteur du BRS, puisque 26% des BRS déjà livrés ont été réalisés dans des programmes dont le foncier a été mis à disposition par un aménageur. Vous voyez que les collectivités sont aussi des très grosses pourvoyeuses de foncier, puisque 19% des BRS livrés ont été réalisés dans le cadre de programmes dont le foncier a été mis à disposition par la collectivité. Effectivement, la maîtrise publique en fait représente 51% quand on prend en considération les aménageurs, les collectivités et les EPF. C'était déjà à peu près ce qu'on retrouvait en 2023. D'ailleurs, en 2023, on avait quand même un peu moins de la part des OLS et des particuliers, où donc on était seulement à 5,8% pour les OLS et à 2,7% pour les particuliers. Donc là aussi, il y a quand même une remontée par rapport à 2023 sur ces deux acteurs en particulier. Donc si on regarde maintenant les deux dernières colonnes du tableau qui nous parlent des projections, on s'aperçoit que les catégories qui vont augmenter, en tout cas qui devraient augmenter si les choses se passent comme prévu aujourd'hui, c'est la catégorie des promoteurs qui devrait augmenter en termes de mètres d'ouvrage, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi en termes d'alimentation du secteur en termes de foncier, puisque la part des promoteurs devrait passer de 14% à 25%. Parlons maintenant de l'économie des programmes et tout ce qui est valeur dans ces programmes, et en commençant par la redevance foncière mensuelle, donc exprimée ici en mètres carrés CHAB, en euros par mètre carré CHAB, encore avec cette distinction entre les programmes livrés et les programmes encore en projet. Donc on a une moyenne en France sur les BRS livrés à une redevance à 0,9 €. Donc 90 centimes, avec des valeurs minimum et maximum qui ne sont pas forcément très parlantes, il faudra aller voir dans le détail ces programmes, mais en tout cas une moyenne assortie d'une médiane qui tourne autour de 1 €, un petit peu moins d'1 €. À l'avenir, pour les programmes, cette redevance foncière devrait augmenter et devrait se positionner en moyenne à 1,25 €. Mais pour le moment, par rapport à 2023, elle a été quand même assez stable par rapport aux craintes qu'il y avait là encore sur une grosse augmentation des redevances entre 2023 et 2024.
Alors l'indexation de ces valeurs dans le modèle des OFS BRS peut s'appuyer sur plusieurs indices. Donc on demande aux OFS de nous indiquer l'indice qu'ils utilisent pour ces indexations. Et nous voyons dans les chiffres en fait, que l'IRL, l'indice de révision des loyers, est l'indicateur d'indexation le plus utilisé. Il est quasiment hégémonique puisque 84% des BRS livrés sont basés sur cette indexation, et à l'avenir ça devrait encore aussi se renforcer à 91%. Il y a aussi d'autres formes d'indexation un petit peu plus originales qui sont mises en place par certains OFS, notamment dans des cas de non-indexation ou dans des cas d'appui de l'indexation sur le taux du livret A, par exemple. Donc ça nous permet d'avoir aussi une idée de montage un petit peu originaux sur ces questions d'indexation. Et pour l'ICC, on commence à avoir une petite augmentation pour les BRS en projet, puisqu'on n'était qu'à 0,1% l'année dernière. On passe à 3%, donc c'est toujours vraiment faible, mais ça interroge quand même sur l'utilisation de l'ICC par rapport à l'IRL. En termes de durée des baux, la catégorie disons la plus souvent utilisée, c'est 99 ans. Donc les BRS sont généralement signés à cette échéance-là. Mais ça ne représente sur les BRS livrés que la moitié des cas. Dans la moitié des cas restants, la durée des baux est inférieure à 99 ans, avec notamment le bail à 80 ans qui est à 20%, qui représente 20% des BRS livrés. Alors, à l'avenir, on peut s'attendre à une augmentation à la fois de cette catégorie des 99 ans, mais aussi des 80 ans. Alors, les prix des BRS en tant que tels, donc de vente des logements, exprimés là encore en euros par mètre carré de CHAB, donc de surface habitable, avec la distinction des programmes livrés et des programmes en projet. Donc, sur les 3588 logements en BRS déjà livrés, on est sur une moyenne donc nationale de 2471 € par mètre carré CHAB. Voilà. Avec une médiane qui est aussi très proche, donc ça veut dire statistiquement que c'est assez peu tiré par des valeurs extrêmes, même si dans certains cas on peut se rapprocher, on le voit, de plus de 4000, autour de 4900 €, mais c'est des cas très particuliers dans l'observatoire. Beaucoup de, ce que nous dit la médiane, beaucoup de projets en fait oscillent autour de ces 2471 €. Par rapport à cette moyenne, donc on a une augmentation contenue de à peu près 5% par rapport à la moyenne qu'on avait présentée pour 2023. Donc on se rend compte qu'il y a quand même eu un très bel effort de la part des OFS et des opérateurs pour contenir cette augmentation malgré les coûts de la construction, malgré la crise actuelle que tout le monde connaît. Voilà, donc à l'avenir, on attend aussi une augmentation de ces prix, puisque les prix renseignés, alors là, qui sont pour la plupart des prix qui ne sont pas encore fixés en tant que tels. Hein. Là, on a demandé aux OFS qui avaient des projets de nous indiquer à quel prix ils pensaient pouvoir le vendre dans les années à venir. Donc, c'est des chiffres à prendre avec des précautions, mais on devrait avoir une augmentation du fait d'un ensemble de facteurs économiques, mais aussi géographiques, puisque lorsqu'on regarde la géographie du BRS, elle a tendance aussi à se rapprocher des zones les plus tendues, ce qui implique aussi un effet sur les prix. En termes de commercialisation, donc qui commercialise les BRS? C'était une autre question de l'Observatoire. Et pour la plupart des cas, il s'agit des organismes de logements sociaux, les OLS, puisque 61% des BRS livrés ont été commercialisés par les OLS. Les OFS viennent en deuxième position avec 14%. Et vous voyez aussi que la promotion privée concerne aussi une part de commercialisation des BRS livrés à hauteur de 14%, avec là encore des projections qui nous amènent à une augmentation en fait, du rôle des promoteurs privés dans la commercialisation des BRS. Ce qui est une continuité assez logique par rapport à ce qu'on a vu précédemment, que ce soit sur la maîtrise d'ouvrage ou sur qui possède le terrain et à qui appartient ce terrain. Alors le prix de vente des BRS, on l'a aussi décliné dans l'Observatoire en fonction des catégories du zonage ABC. Et donc vous avez, un peu sans surprise, on va dire, une sorte de hiérarchie des prix qui suit la hiérarchie des zones en termes de tension immobilière, puisque ces 2471 € en moyenne, en fait, se déclinent en 2661 € dans les zones A et A bis en moyenne, à 2289 € dans les zones B1 ou B2 et à 1716 € dans la zone C. Voilà. Ce qui est intéressant de noter par contre, c'est que cette ventilation, nous l'avons faite aussi pour les redevances donc mensuelles
des BRS. Alors là, on s'est contenté des BRS livrés pour que ça ait un sens. Et en fait, cette ventilation amène à beaucoup moins de hiérarchie que sur les prix, c'est-à-dire que les hiérarchies de zones de tension ne se retrouvent pas nécessairement dans les hiérarchies des redevances foncières. Alors la zone A bis et A est un tout petit peu supérieure à 0,98 euros mensuels par mètre carré CHAB en moyenne, mais vous voyez que les zones B1 et C en fait, ont des redevances à peu près assez proches, ce qui montre là aussi en fait, l'effectivité du modèle en fait, des OFS-BRS qui va déconnecter un petit peu le marché foncier de la tension immobilière locale avec des modèles d'OFS qui parfois plafonnent les redevances ou imposent une redevance identique sur tout leur programme. Et qui explique un peu cette déconnexion, on va dire, des prix fonciers avec les zones de tension immobilière. Pour revenir sur les prix de vente, donc par rapport à la zone A, on a vraiment une augmentation de moins de 1% par rapport à 2023. Donc là aussi, on voit qu'il y a vraiment eu un effort des opérateurs, un peu moins de 5% pour les zones B. Pour la zone C, on a une augmentation qui est beaucoup plus importante, mais donc c'est vraiment sur un échantillon très très réduit. Et c'est aussi par rapport à des contextes locaux qui sont souvent très tendus et donc difficiles d'expliquer. Mais donc du coup, on a par rapport à 2023 une augmentation de 17%. Mais là encore, c'est vraiment à prendre avec des pincettes puisqu'on ne peut pas vraiment expliquer ce chiffre de manière générale pour la zone C. Passons au financement. On a parlé tout à l'heure dans le débat de l'importance des financements pour les OFS, et notamment ce financement un peu central, qui est le financement Gaïa. Donc si on regarde les BRS livrés, les OFS nous disent que 48% de ces BRS livrés ont bénéficié du financement Gaïa. Et à l'avenir, donc les programmes en cours, dans 70% des cas, soit ont déjà obtenu, soit escomptent demander un financement Gaïa. Donc on voit que le prêt Gaïa est un outil central et amené à se diffuser encore plus. En tout cas, l'intention des OFS qui s'expriment derrière ces chiffres, c'est de le solliciter encore plus à l'avenir. Pardon. Nous avons aussi, en termes de financement, demandé aux OFS de nous remonter le recours au prêt d'Action Logement. Et donc on voit que c'est un recours qui est significatif, puisque 30% des BRS livrés ont bénéficié de ce type de financement, mais qui est moins important évidemment que le financement Gaïa. Et donc recours au prêt d'Action Logement qui est quand même, bien que minoritaire, se développe effectivement puisqu'on n'était qu'à 22% en 2023. Là, on a déjà atteint 30% pour 2024. Et donc ça va continuer effectivement à se développer en lien avec le financement des prêts Gaïa qui est effectivement extrêmement essentiel pour le développement du BRS. On a aussi demandé aux OFS s'ils mobilisaient d'autres types de financements plus traditionnels, on va dire, comme les prêts bancaires. Et on s'est aperçu, mais c'était déjà le résultat de l'année dernière, que c'était des financements qui étaient très peu sollicités par les OFS, puisque seulement 7% des BRS qui ont été livrés ont bénéficié de ce type de financement. Et qu'à l'avenir, s'il y a une catégorie qui devrait augmenter, ce serait plutôt le non-recours à ces financements. Voilà. Une petite innovation de l'Observatoire cette année, c'était de demander si les programmes avaient bénéficié d'un abattement de la TFPB, donc la taxe foncière. Et donc on a essayé de consolider des données sur ce sujet-là. Alors il faut dire que les chiffres présentés dans ce tableau doivent être pris avec des précautions, parce qu'on a eu beaucoup d'OFS qui n'ont pas été en mesure de répondre sur ce cas-là. Et encore plus les programmes de BRS en projet, sur lesquels on ne sait pas trop si le programme va bénéficier de l'abattement sur la taxe foncière. Donc voilà, c'est des chiffres où on a du mal à consolider. Néanmoins, si on veut voir une petite dynamique, ça serait plutôt celle d'une difficulté d'accès des programmes à ces abattements de taxes foncières, puisque si on compare les chiffres sur les BRS livrés et sur les BRS en projet, on a plutôt une augmentation de la catégorie du non, c'est-à-dire le fait que le programme ne bénéficie pas d'un abattement de taxes foncières. Effectivement, donc il y a eu les OFS pionniers qui ont pu convaincre leur collectivité au tout démarrage d'avoir un abattement, donc quel que soit le taux d'abattement. D'ailleurs, pour ces chiffres-là, c'était assez difficile de sortir quelque chose. Mais par la suite, il y a vraiment une difficulté. Même le fait que les OFS ne parviennent pas forcément à savoir s'il y a un abattement, ou en tout cas que les données manquent,
ça interroge et c'est une donnée en soi. Donc il y a vraiment un travail à faire au ce niveau-là. Ça permet vraiment de faire une petite alerte justement pour être en dialogue avec les collectivités, pour voir ce qui est possible de faire. Et si en fait ce non, c'est aussi parce que les collectivités, par exemple, donnent des subventions ou interviennent d'une autre façon avec les OFS et auprès des ménages. Donc en tout cas, ça permet vraiment d'interroger les acteurs des territoires et de voir ce qui peut être fait à ce niveau-là. Voilà, donc la présentation des chiffres touche à sa fin. Donc il faut savoir que d'autres compléments d'informations vont être donnés dans les semaines à venir, notamment sur le profil des ménages et aussi sur les premières données qu'on a pu faire remonter en ce qui concerne les reventes de BRS. Voilà, en tout cas, j'ai été ravi d'accompagner le réseau dans la production de ces chiffres et j'ai été ravi aujourd'hui de vous présenter des chiffres avec des pourcentages d'évolution positifs, ce qui n'est pas très souvent le cas en ce moment dans les chiffres sur l'immobilier. Et donc, on va avoir une vingtaine de minutes de questions. Donc, c'est le moment, si jamais dans la salle... Oui, bonjour, Marc Emmeré, directeur adjoint de l'Union régionale HLM en Nouvelle-Aquitaine, région où beaucoup d'OFS sont très actifs sur la production de BRS et où il y a un intérêt réel des collectivités locales sur le produit. Merci beaucoup pour ces chiffres, ils sont très intéressants et localement, au niveau des territoires, on est un peu aveugle sur la production de BRS. Alors, on a bien accès aux données de la DHUP sur les bilans des OFS, mais on voit bien que dans une activité qui est en croissance, on a aussi besoin d'avoir un regard sur les projets et sur ce qu'il y a à venir. Ma question est la suivante. Est-ce que vous prévoyez de partager ces données avec les territoires? Alors, pour les unions régionales, je prêche pour ma paroisse, mais aussi pour les collectivités locales, qui sont parfois aveugles, qui tentent aussi ou qui montent leurs propres observatoires, mais ça se fait au prix d'un travail supplémentaire pour les différents OFS qui remplissent à la fois votre observatoire, les bilans de la DHUP, plus les observatoires locaux. Donc il y aurait sans doute un intérêt à optimiser tout ça et à simplifier ces données, d'avoir une source d'information qui puisse faire référence et qui soit partagée par tout le monde. Merci. Effectivement, c'est une question qui nous revient assez souvent concernant l'observatoire. Donc, pour le coup, toutes ces données-là, au niveau national, effectivement, on les retraite après, enfin, Alexandre les retraite pour ensuite avoir une vision plus régionale. Pour le moment, on les a partagées qu'avec nos adhérents. Donc, effectivement, les adhérents, eux, ont cette capacité de travailler avec leur collectivité. Mais pour ensuite ouvrir ces données à d'autres collectivités, à d'autres partenaires, là, pour le coup, ça sera une discussion qui va être au sein de Foncier Solidaire France et qui va être traitée avec le conseil d'administration parce qu'effectivement, c'est une demande qui nous revient assez régulièrement. Donc, pour le moment, je ne peux pas vous faire une réponse vraiment précise et au-delà de ça, mais en tout cas, c'est effectivement, on a bien en tête ce sujet-là. Après, sur le plan technique, tout a été fait puisque le canevas de collecte de l'observatoire a été réalisé dans le cadre d'ateliers, ça a été dit ce matin. Et tout a été fait pour minimiser le temps de collecte de l'observatoire. Alors j'ai conscience que ça prend quand même encore beaucoup de temps. Néanmoins, en fait, le canevas de la DHUP est la base de l'observatoire, ce qui fait que tout ce qui est collecté pour la DHUP peut aussi alimenter l'observatoire. Et on demande simplement des informations complémentaires, notamment sur les projets. Mais l'idée étant de mutualiser les grilles de collecte pour réduire au maximum le temps en fait, de collecte des informations. Bonjour, Cécile Hagman, COP Foncière. Moi, j'avais une question, mais peut-être j'ai pas été assertive. Mais vous avez, on traite la question de la vente du BRS 9 et de la vente HLM en BRS ensemble, c'est ça? Parce que j'ai vu des valeurs en zone A de BRS à moins de 1 500 € du mètre carré. Je suppose que c'est de la vente HLM, mais je pense que ce serait quand même intéressant dans les prochaines présentations qu'on puisse les distinguer parce que c'est quand même des produits qui sont très différents, qui répondent vraiment pas aux mêmes attendus. Et donc, d'autant plus par rapport à la remarque qui vient d'être faite de pouvoir diffuser, je pense que c'est des chiffres qui sont compliqués quand même à interpréter localement sans avoir
tout le propos que vous en faites ce matin, cette manière d'expliquer, de faire comprendre pourquoi on a des valeurs de 0,02 de redevance qui peuvent paraître étonnantes, enfin, des choses comme ça, je pense que c'est difficile d'avoir les chiffres sans toute l'explication et peut-être au moins d'être capable de différencier la vente HLM de la vente en BRS et peut-être demain des reventes et de comment on peut aborder ces sujets-là sur les valeurs et sur comment on compare les valeurs à l'intérieur d'un territoire. Oui, effectivement, il y aura des retraitements à faire et on s'est rendu compte aussi à la lecture de ces premiers chiffres qu'il y avait une question pour la vente HLM, donc effectivement, on va le prendre en compte. Pareil pour le zonage. Enfin, voilà, il y a toujours des petites choses qui sont à améliorer et donc on est aussi preneurs et preneuses de vos retours là-dessus pour justement que pour le prochain webinaire et le prochain bilan d'activité qu'on va fournir soit vraiment au plus proche de ces données. Effectivement, il y a toujours aussi à prendre en compte les contextes locaux que nous, on n'a pas forcément au moment du traitement de ces données et donc on verra pour améliorer ce bilan d'activité 2024. Il nous reste 2 minutes. Oui, une petite question a été abordée, évidemment, le financement, l'apport du prêt Gaïa. Mais je pense que c'est aussi intéressant et je pense que c'est remonté. C'est aussi les opérations qui bénéficient d'aides publiques. De ne pas oublier quand même que les villes, les métropoles, ça a été redit ce matin, apportent aussi quelques leviers. Et c'est aussi intéressant d'avoir peut-être une lecture des opérations qui ont été aidées sur certains types de territoires. Oui. Alors, effectivement, l'information est collectée. Mais pour être comprise et restituée statistiquement, elle demande d'aller vraiment regarder au cas par cas les opérations, parce que c'est les chiffres qu'on a du mal à faire parler sinon. Donc on a décidé de ne pas vous les présenter aujourd'hui. Mais ça pourra être produit à l'avenir dans les rapports d'activité, puisque l'information est collectée. Okay. Une dernière question. Bonjour, Guillaume Le Tourneur, Carades Promotion Immobilière. Juste une petite question sur le traitement des données qui sont axées sur la production, enfin la volumétrie globale. On sait que les stades de vie des EFS sont différents et la pondération du coup de chaque OFS dans les résultats qui sont présentés sont, j'imagine, assez fortes de ce point de vue-là. Et comme on étudie des sujets qui sont plutôt de l'ordre du comportement des EFS sur certains items, est-ce qu'une approche sur le volume de FS et pas non pas le volume de production serait intéressante pour dénoter notamment sur les euros du mètre carré de Chab ou j'en sais rien. Enfin bref, il y a des tas d'items de comportementaux, on va dire, sur comment sont organisés les OFS et donc peut-être pas que à l'aspect de la volumétrie, mais aussi simplement sur le panel d'OFS concrètement, comment ça se comporte. Voilà. Alors effectivement, plus on segmente la restitution des chiffres, plus ils sont parlants. Ce qui serait intéressant à minima, c'est de développer une approche un peu par typologie d'OFS. On évoquait ce matin que les agréments sont accordés à des structures qui ont des formes différentes, des origines différentes. Peut-être que aussi restituer les chiffres dans ce cadre-là nous donnerait une description plus fine des mécanismes à l'œuvre, en effet. On va conclure cette plénière ici. Merci à toutes et à tous pour votre participation et on se retrouvera pour le prochain webinaire qui présentera donc le bilan d'activité 2024 des OFS et je vous souhaite un bon appétit.